Bonjour Bernard Monod, vous êtes le stratégiste économique du Front National, député français au Parlement européen, et nous commentons avec vous l'actualité économique de la semaine. Alors, première nouvelle qui vient de tomber hier, le groupe Areva vient d'annoncer des pertes très importantes, 5 milliards d'euros. Vous-même, vous aviez annoncé en novembre des sombres perspectives, mais qui n'étaient pas aussi importantes. Effectivement, nous avions évalué un 5 à 2 milliards d'euros au mois de novembre et en réalité nous atteignons pas loin de 5 milliards d'euros, ça dépasse nos anticipations. Et la Cour des comptes elle-même en 2014 avait mis en cause la gestion en des termes sévères. Oui, Madame Lauvergeon était directement désignée dans cette mauvaise gestion, avec une fuite en avant dans sa politique de stratégie industrielle, des mauvais choix, un certain autoritarisme. Et il ne faut pas oublier que Madame Lauvergeon était l'ancienne Sherpa de M. Mitterrand, mise en place ensuite par M. Chirac, maintenue par M. Sarkozy, carrément le symbole de l'UMPS dans toute sa splendeur. Alors pour vous, les causes de ce fiasco financier au niveau d'Areva? Il y en a plusieurs, le plus important étant la mise en place du réacteur d'EPR, le réacteur nucléaire EPR construit en Finlande, qui a coûté cher, qui a pris du retard dans sa mise en œuvre, et trop complexe, trop cher, avec des dépassements de l'ordre de 3 milliards d'euros, et au final un échec commercial. Mais ça n'est pas la même cause, absolument. La seule cause. Il n'y a pas eu que ça. Des achats de mines d'uranium en Afrique pour l'ordre de 1,8 milliard d'euros, qui entre-temps se sont révélés inexploitables et qui, au final, en termes de cours boursiers, ont été catastrophiques, puisque la valeur boursière aujourd'hui est proche de zéro, ce qui pèse bien évidemment dans le bilan d'Areva et qui a engendré notamment une enquête judiciaire qui est en cours. Okay. Mise en cause du management, mauvaise coopération avec EDF, tout ça a été inclus dans le rapport de la Cour des comptes également. Absolument. C'est clair, la Cour des comptes a révélé même une forme de copinage. Et puis au-delà de tout ça, moi ce que je qualifie d'une incompétence professionnelle sous forme de technocratique et au final donc un désastre industriel que l'on connaît. Alors aujourd'hui, c'est quoi les solutions pour Areva ? Plusieurs. Déjà, Areva appartient à 87% au niveau du capital à l'État français. Donc il apparaît évidemment que la recapitalisation est indispensable. Avec une capitalisation boursière, comme je vous l'ai dit, de l'ordre de 3,7 milliards, il faut compenser les pertes enregistrées et recapitaliser bien entendu les fonds propres. Il revient effectivement à l'État de le faire. Alors l'État actionnaire, ça veut dire que c'est le contribuable qui va payer, c'est vous et moi? Encore une fois, toujours le contribuable au final, étant propriétaire effectivement de ce capital-là, il revient donc à l'État français de s'en emparer. Et effectivement, la particularité du nucléaire français, c'est qu'il est garanti par le public. Et c'est ce qui effectivement fournit la performance et la qualité qui est sortie notamment depuis les 30 Glorieuses. Le contrôle d'Areva ne peut pas échapper à l'État? Non. C'est impossible. Clairement. Et l'État ne peut pas non plus laisser tomber Areva? Non plus. Il faut absolument le renflouer parce que les solutions, on les connaît, celles de l'UMP, du PS, de l'ensemble du système, ça va être d'ouvrir le capital à la privatisation. Et on a vu les résultats encore en 2014 avec Alstom, avec la prise de participation très importante de General Electric, qui a fait qu'aujourd'hui Alstom appartient aux Américains et les maintenances du système du parc nucléaire sera maintenue par une grande puissance étrangère. Et dans l'avenir, les perspectives industrielles, économiques, sociales également pour Areva? Ce sont celles de l'évolution vers l'entreprise stratégique, qu'elle reste une entreprise stratégique française. Qui dit entreprise stratégique dit État stratège, c'est ce que nous proposons nous dans le programme de patriotisme économique. Et puis avant tout c'est le génie français technologique qui peut être exportable et qui notamment joue un rôle très important aussi dans la sûreté nationale. Car le nucléaire, il faut que ça reste étatique. Nous suivrons les développements sur le dossier Areva. Deuxième sujet dans l'actualité, la France en déflation. L'INSEE annonce ces jours-ci une baisse de moins 0,4%. Alors moi le néophyte, c'est quoi la déflation? Pour moi l'inflation c'est quand les prix montent et donc l'inverse c'est quand ils baissent.
J'ai bien compris? En théorie économique, oui, mais les indices de conjoncture de la déflation s'expriment par la baisse générale des prix. Puis on constate qu'en réalité, quand on fait ses courses et qu'on regarde le prix moyen de son caddie, malheureusement, on constate que c'est toujours aussi cher, voire plus. C'est la déflation en France et c'est aussi la déflation en Europe. Dans la zone euro. C'est ce qui apparaît effectivement, puisque les chiffres au second mois de l'année donnent moins 0,6% d'évolution des prix dans la zone euro. Mais c'est ce qui apparaît effectivement dans les indices. Alors c'est un bon ou un mauvais indicateur? Quand les prix baissent, le consommateur, moi, en principe, je me frotte les mains. Oui, mais le fond du problème n'est pas la déflation. Le fond du problème, et c'est ce qu'on nous cache, c'est même un sujet tabou, c'est la récession structurelle. En fait, on s'aperçoit que la croissance économique est proche de zéro, et à partir de là, ils ne veulent pas l'avouer au niveau des dirigeants économiques et politiques, donc ils emploient la terminologie de déflation. Mais en fait, le fond du problème, c'est la demande intérieure qui est en diminution. Pourquoi? Parce que les salaires sont de plus en plus bas, et bien entendu, ça diminue l'évolution de la croissance économique. Donc la baisse des prix indique plutôt que l'économie va mal? Absolument. La croissance de la zone euro est proche de zéro, zéro emploi également, zéro pouvoir d'achat, un triste bilan pour la zone euro. Alors la déflation, c'est le chômage. Exactement. Troisième sujet qui toujours marque l'actualité de cette semaine, le scandale sur les métaux précieux. On apprend que le département de la justice américain ouvre une enquête sur une dizaine de banques, dont la Société Générale, Banque Française. Alors ça porte sur quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On peut parler de manipulation des cours mondiaux, que ce soit sur les métaux précieux, que ce soit sur les matières premières, donc métaux précieux, l'or, l'argent, le platinium, qui effectivement sont menés par l'ensemble des banques qui font le prix du marché en fait. Oui, une manipulation, mais alors comment c'est possible? Ça résulte d'une concertation entre les banques, ça? En quelque sorte. En fait, il y a des exemples déjà, parce qu'on ne peut pas parler de manipulation comme ça dans l'absolu. On constate en fait de la pratique sur le marché monétaire notamment, le Libor, l'Euribor, des ententes illicites de l'ensemble des contributeurs du marché. Et donc, si vous voulez, c'est ce qu'on pourrait appeler dans la théorie économique et des marchés la main invisible. Mais elle n'est pas si invisible que ça, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est à deux niveaux en termes de système. C'est-à-dire que d'un côté, il contribue à déterminer le cours, le prix quotidien donc, de la matière première. Et de l'autre côté, les banques peuvent même aller jusqu'à spéculer dans le sens qu'il les arrange, puisque tout ça est dans la même maison et que quelque part, c'est là qu'on peut parler d'entente, y compris même entre les banques. Voilà, on peut dire en quelque sorte qu'ils sont juges et parties sur les marchés. Ça semble fou, et les banquiers sont-ils fous ou quoi? Parce qu'on retrouve gentiment toujours les mêmes, je pense à HSBC, ils sont toujours dans les bons coups. Effectivement, Goldman Sachs, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS et les autres sont tous de la partie. Et alors les risques pour ces manipulateurs, des amendes, des sanctions pénales, graves, pas graves? Pensez-vous, ils ne sont jamais pris, ou alors quand ils le sont pris, les sanctions sont extrêmement faibles. Regardez par exemple le scandale de LuxLeaks dont on parle de plus en plus et dont d'ailleurs le pirate en chef n'est autre que le président de la Commission européenne aujourd'hui, M. Juncker, puisqu'il était quand même ministre des Finances du Luxembourg qui organisait les évasions fiscales au détriment des finances publiques des États membres. Voilà. Ça ne l'a pas empêché d'être président de l'Eurogroupe et également de devenir donc, président de la Commission européenne en 2014. Alors vous intervenez, le Front National est intervenu sur ce sujet. Le Front National a demandé... Effectivement, nous avons participé à la résolution qui a réclamé une commission d'enquête au mois de novembre sur cette affaire, qui est très très grave, dont les victimes seront au final les citoyens et les contribuables. Et donc nous avons souhaité effectivement cette commission d'enquête, dont je fais partie en tant que membre de cette commission, qui d'ailleurs se réunit demain matin à 8h30. Alors vous serez aux premières loges pour nous informer. Absolument, dans l'avenir. Je vous remercie et nous vous retrouvons bientôt pour continuer de commenter l'actualité. Merci, monsieur. À bientôt, merci.